Mesdames et messieurs, et bienvenue à cette deuxième session de ce forum. Je voudrais tout simplement commencer par une petite introduction et annoncer un peu les règles du jeu, parce que si on organise bien cette séance, on sortira certainement avec quelque chose en matière de connaissances sur le thème général qui est l'économie ou politique des réformes. Ce n'est pas donc la politique économique des réformes, mais c'est plutôt l'économie politique des réformes. On a vu dans cette première séance une présentation générale où on a pratiquement touché à tout, et pratiquement, je dirais, à tous les aspects à la fois le contenu des réformes et aussi l'économie politique des réformes. Mais je voudrais commencer d'abord par dire deux petites choses pour bien clarifier. Moi, j'aimerais bien comprendre, parce que quand je ne comprends pas moi-même, ça m'est très difficile de faire comprendre et de faire passer un message. Ça a été toujours comme ça. Bon. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie des réformes? Ce ne sont pas, on ne parle pas de réformes, on parle de la manière dont on peut préparer et conduire une réforme. Et vous allez voir avec ce panel que ce n'est pas une chose facile. Et c'est pour ça qu'on met un temps fou, pour mûrir, et peut-être pour la mettre en place, pour mettre une réforme en place. Et quand on la met en place, rarement on la met complètement, et rarement on obtient les résultats qu'il faut. Donc c'est pour ça que, en fait, ce forum est extrêmement important, et c'est pour la première fois qu'en Tunisie, on parle de l'économie politique des réformes. Quand j'étais là à peu près depuis un an, je disais, mais tout le monde parle de réformes, mais personne ne parle de la chose la plus importante dans la réforme, qui est comment conduire un processus de réforme. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Une réforme, c'est un changement de politique publique. C'est-à-dire qu'on change les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on change les incitations. On va changer donc les lois, etc. Est-ce que vous croyez que ceux qui bénéficient des lois actuelles et qui bénéficient de la politique économique du jour d'aujourd'hui vont vous laisser faire facilement? Au-delà de la volonté politique d'un gouvernement, eh bien, ceux qui bénéficient d'une rente, ceux qui sont là pour justement empêcher que cette rente disparaisse ou qu'il baisse ou qu'elle soit réduite, eh bien, c'est ces gens-là qui en fait agissent, des fois apparemment et des fois sans aucune apparence, mais qui freinent ou qui réduisent l'ampleur des réformes et l'importance des réformes. Si on n'a pas compris ça, ça sera très difficile de faire des réformes. Et donc tout gouvernement doit comprendre que, au-delà de la définition du contenu de réforme, c'est surtout l'économie politique de la réforme, c'est-à-dire quels sont les agents et quels sont les groupes d'intérêt et quelles sont les diverses parties prenantes à une réforme et comment ils agissent, quels outils ils utilisent. Mais alors moi, gouvernement et autres justement agents économiques qui veulent faire la réforme, comment devons-nous gérer ce processus et minimiser l'impact négatif de ce freinage ou même de cette opposition et de cette résistance? C'est de cela. Donc quand on entend oui, on va faire des réformes et on va les faire dans un an, dans 20 ans, dans je ne sais pas quoi, eh bien il faut toujours se poser la question, est-ce qu'ils ont bien compris et est-ce qu'ils ont bien maîtrisé le processus de conduite de cette réforme? Si ce n'est pas le cas, eh bien on peut toujours continuer à parler de réforme et ça ne se fera pas, et on va vous donner plusieurs exemples dans ce cadre-là. Et j'aimerais bien vous citer quelque chose d'assez... En fait, cette question de conduite du processus de réforme, ça ne date pas d'hier. Et je vais juste vous citer une petite phrase de Machiavel en 1513. Qu'est-ce qu'il avait dit sur justement les réformes? Parce qu'on comprendra bien qu'il ne faut plus poser la question au ministre, est-ce que vous allez faire la réforme et quand? Il faut lui dire, est-ce que vous avez bien compris les implications de cette réforme et est-ce que vous êtes préparé à conduire bien le processus de cette réforme? Et il disait, Machiavel, il n'y a pas d'entreprise plus difficile à conduire, plus incertaine quant à son succès et plus dangereuse que celle d'introduire de nouvelles institutions. Au sens anglo-saxon du terme, une nouvelle institution est une réforme, est un changement de loi, est un changement de politique publique. C'est ça ce qu'il veut dire, changement d'institution. Celui qui s'y engage
a pour ennemi tous ceux qui profitaient des institutions anciennes, donc des lois et des politiques publiques, et il ne trouve que de tièdes défenseurs, dont ceux pour qui les nouvelles seraient utiles, c'est-à-dire ceux qui vont bénéficier de la nouvelle réforme et des nouvelles institutions. Ils peuvent ne pas être informés, ils peuvent ne pas être conscients, et en général, ils doutent. Et donc, si vous voulez vraiment avoir une force importante qui vous soutient dans une réforme, il faut déjà bien les informer, et il faut bien les mobiliser, et encore. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la volonté politique, ce n'est pas uniquement, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la capacité politique, mais parce qu'il y a d'autres résistances, et les forces sociales qui existent aujourd'hui, certaines sont pour des réformes, mais d'autres ne le sont pas nécessairement. Donc il y a un jeu de forces, certaines pour les réformes, d'autres qui ne le sont pas. Alors comment conduire des réformes dans ce genre de contexte? Pour cela, et pour évidemment discuter un petit peu de ce processus de réforme, de la formulation des réformes jusqu'à la manière de faire ce que j'appellerais l'analyse de l'économie politique des réformes, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui vont perdre, ceux qui vont gagner, quels sont les outils qu'ils utilisent, quelle est la stratégie en fait de réforme, est-ce qu'on va pour le Big Bang, donc le traitement de choc, ou on va pour le gradualisme qu'on a vu tout à l'heure, quel est le timing qu'on choisit pour ce réforme, est-ce que la légitimité démocratique nous donne évidemment tout ce qu'il fallait pour faire la réforme, et ainsi de suite. Donc pour toutes ces questions, on a choisi un panel de choc, un panel des gens qui ont extrêmement d'expérience, à la fois en recherche académique, mais aussi des expériences pratiques pour qu'ils partagent avec nous comment les processus de réforme peuvent être conduits pour avoir une chance de réussir. Et ça, c'est extrêmement important quand on a la volonté politique. Alors, je commencerai par, évidemment, tout à fait à gauche, M. Mostafa Kamel Eneb, que vous connaissez très bien, ex-gouverneur de la Banque centrale, professeur d'économie politique, évidemment docteur en économie de l'une des prestigieuses universités, mais qui a aussi été directeur du département économie et réforme économique, qui a travaillé dans plus d'une vingtaine de pays. Donc il sait de quoi il parle et il a travaillé sur un certain nombre de réformes dans divers pays, en particulier peut-être en Tunisie au début et tout récemment en 2011. Il vous dira un peu comment les choses ont changé et qu'est-ce qui va évidemment, comment devons-nous désormais nous prendre pour faire des réformes en Tunisie. À sa droite, c'est M. Lafay Jean-Dominique, qui lui est un professeur émérite de la Sorbonne 1, et je crois qu'il était à un certain moment conseiller dans un certain nombre d'organismes, et qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'économie politique. Il a dirigé un certain nombre de thèses, dont la dernière, si j'ai bien compris, c'est 2007, qui traite... Pardon? Comme d'habitude, je ne m'avance jamais sans faire un peu de recherche, monsieur le professeur. Donc, et j'ai vu que vous avez quand même posé un certain nombre de questions pertinentes que nous avons évidemment vécues dans nos vies antérieures. Et à sa droite aussi, M. Radi Meddeb, évidemment, tout le monde connaît M. Radi Meddeb. Non seulement il est le fondateur de Comed, un bureau interdisciplinaire qui travaille dans plusieurs pays, mais il est aussi le président de l'association développement solidaire ou action et développement solidaire, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de politique économique, mais aussi de l'économie politique, et il a une connaissance particulière en tant que d'abord du secteur privé, mais aussi en tant qu'analyste, et on va lui poser un certain nombre de questions sur sa pensée et sur la manière dont il voit les choses évoluer en Tunisie. Et enfin, nous avons M. William Thompson, qui est le conseiller principal du chef adjoint de la division développement régional à l'OCDE, mais qui était aussi professeur d'économie politique à l'Université de Londres. Il a une très bonne connaissance à la fois académique, et on va poser un petit peu quelques questions sur l'expérience de l'OCDE, et je lui poserai en particulier une question sur cette culture des réformes que nous voyons dans des pays pratiquement comme ça, il faut une réforme comme ça, et puis dans des pays qui restent dans le statu quo pendant des décades. Et ça revient peut-être à un problème que M. Thompson va nous éclairer un petit peu. Alors, les règles du jeu sont les suivantes. On va commencer d'abord une première partie avec une série de questions à nos panélistes ici, et pour essayer un petit peu d'initier le débat et de donner un certain nombre de concepts, mais aussi éclairer un peu ce débat sur l'analyse de l'économie politique des réformes. Et dans une deuxième partie, on va laisser la parole à la salle. Vous allez poser des questions. Dans les deux cas, je demanderai aux panélistes d'être précis, d'être clair, mais surtout de ne pas prendre 2 à 3 minutes par question. À la salle, 1 minute
que ce soit un commentaire ou une question, mais soyez précis, pas beaucoup de verbiage, direct au but, comme ça on permettra au maximum de personnes ici présentes de poser des questions ou de nous éclairer et d'enrichir ce débat. Je commencerai encore une fois à gauche, Monsieur Nevli. Ce que je voudrais vous poser comme question, vous connaissez très bien la situation économique en Tunisie avant et après la Révolution. Et pour commencer, comment, en fait, quelle était la méthode ou la pratique passée des réformes en Tunisie? La pratique, pas la réforme elle-même, liée à cette question. Pourquoi nous n'avons pas profité à cette époque où, je pense, les résistances étaient beaucoup moindres qu'aujourd'hui, pour faire un certain nombre de réformes dont on souffre aujourd'hui? Merci Céline. Tout d'abord, juste une remarque. Je voudrais remercier les ACE pour cette initiative. Je crois que c'est la première fois que nous avons un débat de ce type sur cette question-là. Et le moment ne pouvait être mieux choisi. Je crois que ça a été abordé ce matin déjà. Il est important de comprendre un peu comment on faisait les réformes. On a une histoire de réformes, on a depuis l'indépendance une soixantaine d'années d'expérience de réformes économiques et sociales en Tunisie. Je crois qu'il est important de résumer un peu comment on faisait ça pour voir si ça continue à être valable comme approche ou bien s'il faut changer radicalement d'approche. Je crois que vous le savez tous, ça a été dit de façon claire. Il y a la façon de réformer, la gouvernance des réformes en Tunisie s'est caractérisée par 2 ou 3 choses fondamentales pendant les 40-50 dernières années. Tout d'abord, la prédominance de l'aspect technico-administratif. C'est l'administration et les aspects techniques qui ont toujours été au centre. L'administration a été au centre du mécanisme de réforme en Tunisie et le politique a été souvent occulté. Et les dimensions politiques étaient traitées de façon secondaire, sinon de façon au moins pas tout à fait ouverte. Et cela a certainement des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Donc l'aspect technico-administratif a été dominant dans la façon dont on approchait les réformes en Tunisie. Deuxième chose, ça a été toujours plus ou moins des réformes top-down, c'est-à-dire c'est des réformes qui arrivaient d'en haut, et rarement les réformes sont des réformes qui découlent d'un mouvement de réflexion et d'action de groupes d'intérêt qui débouchent sur des réformes qui répondent aux aspirations un peu de la population. Et troisième chose, je crois que c'est celle qui est la plus connue en Tunisie et au niveau international, c'est ce qu'on a appelé toujours le gradualisme. L'aspect gradualiste des réformes en Tunisie, qui veut dire quoi le gradualisme? Ça veut dire qu'en Tunisie, on ne fait jamais des choix clairs, simples de changement. On fait toujours des changements à la marge, plus ou moins, et on essaie de dire, bon, on va faire petit à petit parce qu'il y a des difficultés à changer de cap. Et toutes les réformes, quand on commence, il y a certainement la seule tentative de changement radical qu'il y a eu en Tunisie, c'est celle des années 60 de socialisme, où on a essayé de changer radicalement de cap. Et bien sûr, ça n'a pas marché tout à fait. Mais depuis les années 70, même avec les réformes de la libéralisation, ça a toujours été de façon progressive, petit à petit, step by step, et toujours pour éviter les résistances et pour ouvrir la voie à des réformes. Et parfois, les réformes radicales ne viennent jamais. On les commence, mais on ne vient jamais. Donc on a souvent eu des réformes qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas suffisamment profondes et qui n'arrivent pas à résoudre fondamentalement les problèmes. La question aujourd'hui, est-ce que cette façon de réformer peut être appropriée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est adaptée aux conditions actuelles? Je ne sais pas si je peux prendre 2 minutes pour répondre à cette question. Pourquoi? Je pense que ma pensée personnelle, c'est que cette approche n'est plus et ne peut plus répondre, n'est pas adaptée et ne peut plus répondre aux besoins de la Tunisie aujourd'hui. Et pourquoi?
La première chose, c'est que les défis que nous avons aujourd'hui sont hautement plus complexes et plus difficiles que ceux que nous avons eus auparavant. Et donc, la continuation par les réparations au gradualisme à la marge ne peut plus répondre aux besoins et aux ambitions et aux anticipations que nous avons, auxquelles nous devons faire aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Deuxièmement, l'administration sur laquelle nous avons toujours compté n'est plus ce qu'elle a été dans le passé. Elle n'a plus la capacité, les compétences, ni les ressorts pour diriger les réformes comme cela a été le cas. Donc aujourd'hui, déléguer les réformes, je crois que je reviendrai plus tard, si vous voulez, sur la question de maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui a été posée tout à l'heure, c'est tout à fait pertinent. L'administration n'a plus la capacité, les compétences, ni la surface politique pour faire ce qu'elle a fait pendant les 50 dernières années. Donc, même si on voulait continuer comme avant, ça ne peut pas continuer. Troisième chose, et peut-être la plus importante, je crois qu'il y a une sclérose généralisée des institutions en Tunisie. Et le gradualisme ne peut pas, si vous voulez, répondre aux questions profondes, de changement profond des institutions qui est nécessaire. On ne peut pas, si vous voulez, des institutions qui sont malades, profondément malades, ne peuvent pas être traitées à la marge par des médications qui sont tout à fait superficielles ou insuffisantes. Je crois que cela nécessite donc certainement des réformes, une réforme profonde de la façon de faire des réformes. Donc, ce qui veut dire que notre problème fondamental, c'est que nous avons besoin de réformes profondes, des réformes elles-mêmes, mais nous avons besoin de réformes profondes de la façon de faire des réformes. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas seulement que nous avons besoin de réformes profondes, et c'est ça la problématique, le dilemme fondamental. Je reviendrai plus tard parce que je voudrais dire qu'en même temps que le besoin de réforme est aussi profond, les difficultés de faire des réformes sont encore plus fortes qu'avant. Et donc cela va poser un dilemme fondamental de la Tunisie, ce qui aujourd'hui nous avons. En même temps, nous avons besoin de réformes profondes, mais nous avons des contraintes énormes à réaliser des réformes maintenant, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors là, je crois que les choses commencent à être un peu plus claires. Ce n'est pas une histoire de quoi faire, mais est-ce qu'on est capable de le faire? Et on vient de nous dire, ne serait-ce que sur l'aspect technique, nous avons une administration qui ne pourra pas les mettre en œuvre, surtout quand elles sont complexes. Donc, il y a un autre défi, c'est celui de développer la capacité de ces institutions pour qu'elles le fassent. On va revenir dessus. Monsieur Lafay, je me retourne vers vous et je vais d'abord poser une question un peu plus académique. Que signifie en réalité le mot politique dans l'expression économie politique des réformes? On part du début, là. Oui, parce que je crois que tout à l'heure on l'a un peu occulté là, dans la première session et je voulais revenir là-dessus. Ça paraît très curieux, mais l'économie et la politique ont été des choses qui ont toujours été considérées jusque dans les années 70 comme séparées. Il y avait les économistes qui faisaient du technique, et puis les politiques qui, eux, s'arrangeaient de rendre ce qu'avaient fait les économistes plus facile. Alors donc, ils faisaient de la politique. Mais en fait, on s'est aperçu assez rapidement dans les années 60, dans les années 70, 1970, que l'économie agissait sur la politique et que la politique agissait sur l'économie. Et là, on a le modèle de base, si vous voulez, le modèle canonique, qui va permettre le développement de toute la théorie qu'on appelle théorie économique de la politique, économie politique, selon les termes. Mais tout par-delà, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des interactions profondes et qu'on ne peut pas faire de la bonne économie, de la bonne politique économique sans tenir compte des problèmes politiques, et inversement, un politique ne peut pas faire de bonne politique sans faire de l'économie. Alors, à partir de là, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune théorie pour ça. Pas de théorie de l'État. Pas de théorie dont l'État fonctionne effectivement. Et vous nous avez fait une théorie tout à l'heure du fonctionnement de l'État qui était liée à sa nature propre, je crois, et qui impliquait un poids particulier de l'administration. Un gouvernement qui s'occupait peu de l'économie, enfin, sauf quand ça avait des conséquences politiques, mais là, il prenait des décisions
immédiate, et puis tout le reste, tout le détail, toute la mise en œuvre, tout ça, c'était l'administration avec des méthodes administratives. Alors, tout le problème, c'était de faire en fait ce qu'a fait Machiavel. Vous avez eu tout à fait raison de commencer par Machiavel, parce que Machiavel, ça n'est pas de dire « voilà ce que doivent faire les gouvernements », c'est de dire, avec cynisme, etc., l'interprétation classique, Machiavel, c'est un système d'explication des comportements gouvernementaux. Et là, il a l'idée que quand vous faites une réforme, vous avez des gagnants et des perdants, et c'est ça qui va poser le problème. C'est le début de ce qu'on appelle la théorie positive telle qu'elle est de l'État tel qu'il fonctionne. Et ça, cette théorie positive de l'État, elle a commencé à se faire dans les années 80, 90, avec plusieurs écoles différentes, mais le thème c'était ça, comment l'État fonctionne. Avant d'essayer de faire des réformes, surtout des réformes dans l'État, il faudrait quand même qu'on ait une théorie du comportement de l'État. Alors à ce moment-là, on fait intervenir tous les acteurs. Voilà, et c'est en ce sens que l'économie devient positive. Alors vous voyez que ça a un intérêt très fort au niveau du débat entre ce qui doit être public et privé. Parce que dans l'ancien modèle, il y avait l'État qui était un despote bienveillant, comme on dit en anglais, et cet État, il était censé agir toujours bien. Et donc, on ne parlait que des défaillances du marché. Il y avait la théorie du marché qui fonctionne mal, et puis à côté, on mettait systématiquement l'État, parce que l'État était considéré comme idéalement acteur idéal. Et ce que la théorie positive de l'État nous a permis de comprendre, c'est qu'en fait, le choix entre marché et État, c'est un choix entre deux acteurs qui dysfonctionnent. Le marché est imparfait, l'État est imparfait, et entre les deux, on va essayer d'apprécier les imperfections, et on prendra la décision d'aller soit dans le public, soit dans le privé. En étant d'ailleurs très précautionneux sur les accords public-privé, parce que ça crée une collusion qui peut poser des problèmes dans la réalité. Je ne vais pas plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais en fait, ça nous a mis encore dans une situation plus difficile. S'il dit le marché, évidemment, avec ses imperfections, l'État avec ses imperfections et ses insuffisances, alors nous devons nous puis on reviendra peut-être dans une deuxième série de questions, et je me tourne vers Cyril. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin sur la première question de si Nebli, et selon votre expérience, ayant travaillé sur un certain nombre d'aspects de politique publique en Tunisie, pourquoi est-il si difficile de faire des réformes en Tunisie? Surtout au cours de ces 4 dernières années. Pourtant, chaque gouvernement qui arrive, il dit « Moi, je vais faire les réformes et vous allez voir qu'on va les refaire. » Merci. Effectivement, il a été difficile, il est difficile et il restera difficile de faire des réformes en Tunisie, pour moi, pour deux raisons majeures, qui sont différentes, mais qui aboutissent au même constat. La première raison est historique. Nous avons eu une confusion en Tunisie, et elle continue jusqu'à présent, entre l'État et l'administration. Et cette confusion est historique et elle vient probablement du processus de construction de l'État moderne en Tunisie, où l'État s'est beaucoup appuyé sur l'administration, où pendant longtemps nous n'avons pas eu de multipartisme, et donc il y a eu une confusion d'abord entre l'État et le parti, qui a abouti à une confusion entre l'État, le parti et l'administration. Et d'ailleurs, on se souvient tous, je suppose, du moins les gens qui ont des cheveux blancs comme moi, se souviennent que pour progresser dans l'administration, pour accéder à des postes, il y avait des propositions des ministres, et certains sont présents autour de cette table, donc autour de ce panel, donc ils peuvent, ayant vécu cette période-là, des propositions de non, mais en parallèle, il y avait le fameux rapport du ministère de l'Intérieur qui partait à Carthage, et on choisissait qui... Parmi les trois, on demandait aux ministres, y compris pour leur propre chef de cabinet, de proposer 3 noms, et on décidait ailleurs sur la base de préoccupations politiques. Donc il y avait une confusion entre l'État, le parti, l'administration, et donc l'administration, qui a été finalement la seule compétence technique, s'est crue autorisée de s'approprier les modèles de développement et ce qu'on a appelé les réformes. Parce qu'en fait, on parle de réformes,
tout le monde parle de réforme, mais je ne suis pas sûr que tout le monde donne le même contenu aux réformes. Parce que comme tu l'as rappelé si bien, Heidi, tout à l'heure, une réforme, c'est un changement dans les institutions, dans les règles du jeu, et donc c'est un changement de modalité de répartition de la rente et du gâteau. La fameuse CAC dont tout le monde parle en Tunisie, eh ben c'est une réforme, c'est une décision de changer la répartition de ce gâteau-là. Et comme on sait, et là j'aboutis à la deuxième raison, à la deuxième série de raisons, qui pour moi fait que les réformes sont difficiles, on sait que les gens voient que quand il s'agit de redistribuer ou de redéfinir les modalités de redistribution du gâteau, les gens qui en bénéficient, et surtout ceux qui en bénéficient indûment, ou par leur proximité au pouvoir, ou par un système de rente qu'ils ont capté à un moment déterminé, ils voient qu'ils vont perdre dans la nouvelle répartition. Et donc, et comme ils sont puissants d'abord financièrement, ils sont puissants politiquement parce qu'ils sont connectés. Ils vont marquer une réticence forte au changement. Ceux qui vont gagner dans la nouvelle répartition, d'abord, ils ne sont pas informés qu'ils pourraient gagner. Ensuite, ils n'ont pas la puissance ni médiatique, ni politique, ni financière pour faire valoir leurs droits et leurs aspirations au changement. Et plus généralement, ils n'ont pas voix au chapitre. Généralement, c'est souvent des gens marginalisés. Et donc, ils ne vont pas se mobiliser pour la réforme. Et si tu permets, je voudrais peut-être compléter la citation de Machiavel que tu as faite tout à l'heure, parce qu'elle répond tout à fait à cela. Quand tu as parlé de tiédeur, de ceux qui pourraient gagner à un changement et à une réforme, Machiavel continue cette même phrase en disant « Cette tiédeur au reste leur vient de deux causes. La première est la peur qu'ils ont de leurs adversaires, lesquels ont en leur faveur les lois existantes. » C'est les groupes puissants, connectés. La seconde est l'incrédulité commune à tous les hommes, qui ne veulent croire à la bonté des choses naturelles que lorsqu'ils ont été bien convaincus par l'expérience. Le proverbe arabe dit bien « Man sadaq la man anaq ». Donc les gens qui ne sont pas assurés qu'ils vont pouvoir bénéficier, il n'y a aucune raison qu'ils se mobilisent. Et voilà, c'est cette asymétrie entre les intérêts des uns et des autres qui fait que les réformes sont difficiles. Je terminerai peut-être par un exemple précis, parce qu'il faut illustrer les propos, il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on est en train de faire de la théorie. J'ai beaucoup de respect pour tous les théoriciens, mais je puise ma réflexion de l'expérience quotidienne. Probablement, ça vient de toi, Heidi, quand tu étais ministre de l'Équipement. Le gouvernement, l'État, l'administration vient de lancer un appel d'offres pour mobiliser le secteur privé pour la construction de logements sociaux. Puisque c'est un exemple excellent d'association publique-privée qui ne dit pas son nom, mais qui mobilise des compétences et des forces extérieures pour augmenter la capacité de réalisation de l'État, puisque depuis longtemps, on parle de 30 000 logements sociaux à construire, on ne les voit pas venir. Donc autant mobiliser les forces vives de la nation, et voilà. Un appel d'offres est lancé. J'en suis très heureux, j'ouvre l'appel d'offres, je regarde, mais la volonté politique qui est à l'origine de l'appel d'offres est pervertie par les conditions que l'administration insidieusement inscrit dans l'appel d'offres. Parce qu'un ministre n'ira jamais lire le cahier des charges, article 33B, alinéa C, etc. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Il est dit que pour accéder à ces appels d'offres, il faudra être des promoteurs qui ont des niveaux de chiffre d'affaires extrêmement élevés, très peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration est prête à ouvrir le jeu. Et parmi les réformes, pour moi, il me semble majeures, parmi les réformes, c'est comment faire qu'il y ait plus d'acteurs dans l'économie tunisienne aujourd'hui. Comment lever les situations de rente, de privilèges et de proximité du pouvoir.
comment faire que tous les citoyens soient des parties prenantes à l'œuvre de développement. Et c'est là la vraie difficulté. Eh bien, l'administration essaye de faire, d'annuler la volonté politique en réservant le jeu toujours aux mêmes copains et aux coquins. Voilà les difficultés des réformes pour moi. Merci beaucoup. Je reviendrai sur quelque chose pour être juste. Il n'y a pas que les groupes puissants qui ont des intérêts qui s'opposent à des réformes. Il y a aussi, ne serait-ce que par incompréhension ou par manque de confiance, quand vous voyez des groupes sociaux qui défendent des intérêts sociaux que nous soutenons aussi, eux aussi s'opposent à des réformes. Un syndicat qui s'oppose à une réforme qui est dans l'intérêt de l'économie nationale et de la collectivité, ce n'est pas nécessairement un groupe qui a un intérêt, je dirais, particulier, mais malheureusement par incompréhension. Et c'est là où il va falloir qu'on revienne ici pour dire l'analyse de tous les acteurs. Monsieur Thompson, je m'excuse pour votre patience et donc je vous remercie beaucoup. Si j'ai bien compris, il y a évidemment toutes des dimensions de confusion entre le parti politique, l'État, l'administration auparavant en Tunisie. Aujourd'hui, on est dans un système démocratique ouvert et il y a aussi tout ce qu'on appelle un petit peu les accommodements de la démocratie. Est-ce que vous croyez qu'un gouvernement pas élu avec je dirais un confort suffisamment important, est-ce que la légitimité démocratique est un facteur qui permet d'aller au-delà d'un certain nombre de résistances et un certain nombre de difficultés pour faire des réformes? Merci. Je commence avec cette question, mais puis j'aimerais bien faire des petits commentaires sur l'autre. La légitimité démocratique, en particulier si on parle des réformes structurelles qui ont une portée très large et très importante. Il y a toute une histoire dans la littérature des chercheurs académiques au sujet des réformes surprises, des réformes qui avancent un peu tout tranquillement en espérant que personne ne sache ce qui se passe parce qu'il y aura l'opposition. En fait, les réformes surprises marchent très bien si on parle d'une économie en chute libre et on a besoin d'une stabilisation macroéconomique. Parce que si on fait un demi-tour de la politique, soudain, sans préavis, sans un mandat de l'électorat, il faut démontrer des résultats positifs assez vite. Les réformes structurelles se déroulent dans des délais beaucoup plus longs. Donc, nos études, et moi j'ai fait des études dans 10 pays de l'OCDE, et j'ai fait aussi beaucoup d'études dans les pays de l'ex-Union soviétique et l'Europe de l'Est. Donc, je connais bien les réformes d'une vingtaine de pays. Et si on exclut les crises macroéconomiques, on trouve en fait qu'il est très important de disposer d'un mandat électoral pour avancer, en particulier les réformes avec une portée très large, la réforme de retraite, la réforme du marché du travail. Si on parle des marchés particuliers des produits, la réglementation de télécommunications, c'est autre chose. Les électeurs ne comprennent pas trop. Mais en général, c'est important. Je disais que je voulais faire un petit commentaire. Moi, je connais la Tunisie moins que personne dans cette salle. Je travaillais avec une trentaine de pays avec l'OCDE, mais je ne connais pas votre pays. Mais je peux répondre quand même à la question pourquoi il est si difficile de faire des réformes en Tunisie. Parce que je n'ai jamais vu un pays où il était facile. Jamais. Il est toujours difficile. On a déjà écouté quelques explications, mais il y a autre chose qui est très importante, en particulier si on parle des réformes de marché, du travail ou des produits, des services. Très souvent, c'est le cas que les coûts du statu quo sont coûts d'opportunité. Et le coût d'une occasion manquée est politiquement invisible. Juste un exemple. Imaginons que mon pays, les États-Unis, veut signer un accord sur le commerce libre, les échanges libres avec la Chine. Ça va détruire ce qui reste de textile aux États-Unis. On sait exactement où se trouvent ces usines.
Et chaque membre de Congrès sait exactement combien de ses électeurs y travaillent. Hein. Les perdants sont clairs en avant. Ce qu'on ne sait pas, c'est où sera et quelles seront les entreprises, les secteurs, les emplois qui n'existent pas maintenant, mais qui seront créés à cause de ces échanges libres, cet accord avec la Chine. C'est juste un exemple assez simple, mais il est très souvent le cas qu'on voit dans le processus politique les intérêts de ceux qui vont perdre. Mais il n'est pas du tout clair qui vont gagner, donc les gagnants ne sont pas organisés, mobilisés. Les gagnants sont les consommateurs. Très bien, merci. Ça c'est en fait c'est l'analyse de l'économie politique d'une réforme, c'est-à-dire qui va gagner, qui va perdre combien, et puis quel serait le nouveau équilibre qu'on doit atteindre, et par quelle manière. Malheureusement, vous regardez nos réformes, il n'y a pas une seule analyse. Moi, je me rappelle, j'ai eu un cas au ministère il y a quelques mois, quand le syndicat a été contre, quand on a passé 2 heures et j'ai expliqué, mais c'est dans notre intérêt. Et je dis, mais bien sûr, c'est dans votre intérêt. Mais c'est évident que c'est dans votre intérêt. C'est bien social, tout ça. Donc, en fait, il y a un problème, évidemment, de manque d'analyse de l'impact de ces réformes et aussi d'aller mobiliser toute cette majorité silencieuse, parce que la majorité silencieuse, en fait, c'est elle qui va en profiter, mais elle n'a jamais su, parce qu'elle n'est pas informée. Par contre, ceux qui parlent, ceux sur le marché, je dirais, c'est ceux-là qui parlent le plus. Sur ce, c'est Mosfoneb, je reviens vers vous. Et j'aime bien, en fait, ce qu'il avait dit comme exemple sur l'ouverture du marché du commerce avec la Chine, comme étant un exemple. Selon vous, vous avez dit qu'il y a un nouveau paysage politique et social en Tunisie qui en fait pose un certain nombre de défis aux réformes. Mais comment vous voyez un petit peu l'impact de ce nouveau paysage politique et social sur les réformes ou sur la faisabilité des réformes? Comment doit-on nous prendre avec le nouveau paysage politique et social? Ce qu'il y a de nouveau, enfin, relativement nouveau dans le paysage politico-économique de la Tunisie aujourd'hui, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il y a eu le temps, pendant les 30 dernières années, disons 40 dernières années, le développement de groupes d'intérêt majeurs dans tous les domaines. Que ce soit au niveau des groupes d'intérêt économiques ou sociaux, des groupes sociaux, etc. Donc, c'est-à-dire le système existant, tel qu'il a évolué, a débouché sur l'incrustation et le renforcement de groupes d'intérêt beaucoup plus puissants et beaucoup plus diversifiés que ce qu'on a connu dans le passé. Cela rend les opposants à tout changement beaucoup plus important. La deuxième, je crois, du point de vue technologie, si vous voulez, politique et technologie, etc., c'est qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui aux groupes d'intérêt qui opposent n'importe quelle réforme de se mobiliser. L'ouverture politique que nous avons a énormément d'avantages. La démocratie est un bien public que nous voulons avoir, mais en même temps, il facilite l'organisation de l'opposition aux réformes. Et les moyens de communication modernes facilitent aussi la coordination de l'opposition aux réformes. Ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans ou 30 ans. Je dirais aussi que les capacités de l'administration dans le système classique de réforme est beaucoup plus faible qu'elle ne l'a été, ce qui veut dire que l'analyse dont vous avez parlé, c'était tout à l'heure des bénéfices, des coûts, etc., elle se fait beaucoup moins. Il y a moins de capacité à analyser et à comprendre les implications d'une politique économique donnée, ou d'une politique sociale, ou d'une politique d'une réforme donnée. Aujourd'hui, par exemple, je parlerai d'un exemple, c'est Hakim Mila
pour en parler. Si on parle de la réforme du secteur bancaire aujourd'hui, des banques publiques, je n'ai pas vu aujourd'hui, jusqu'à maintenant, une bonne analyse des coûts et des bénéfices d'une réforme particulière du secteur bancaire. Je ne le vois pas. Qu'est-ce que, si nous faisons ceci, qu'est-ce que ça implique? Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que ça implique, etc. Et je crois que ça, c'est fondamental. On ne peut pas commencer à travailler sérieusement et à engager des réformes sur le secteur bancaire si on n'adresse pas ces questions-là. Et comment dépasser l'aspect idéologique de la question bancaire, de la réforme du secteur bancaire, que ce ne soit pas tout simplement un débat de sourds, où on parle de acquis, de stratégique, de secteur stratégique, de rôle de l'État, etc., sans savoir qu'est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce que ça nous rapporte. Et je ne suis pas en train de voir cela. Or, cela ne peut se faire que si on ouvre le débat et que ça ne soit plus des analyses de l'administration qui peuvent faire ce type de travail. Et donc, tout ça rend mon point, c'est que en même temps que nous avons besoin de réformes profondes, multiples, variées, très larges, qui couvrent un domaine très large, autant nous avons des contraintes qui sont encore plus fortes du point de vue de la position. Quelle est la solution? Question, bien sûr, on nous dit quelle est la solution. À mon sens, la solution, ce que je proposerai, le mot-clé que je poserai, c'est la qualité de la gouvernance des réformes. Il faut réformer la gouvernance des réformes pour avoir une meilleure qualité. J'aurai quelques propositions à dire là-dessus, mais ce que je veux dire, je crois qu'on pourrait commencer à comprendre un peu tous ces défis si on commence par la réforme, à mon sens, la plus fondamentale aujourd'hui en Tunisie. C'est la réforme de l'administration. Et on n'en parle pas assez. Et tout ce que nous avons dit tout à l'heure, depuis la première séance, etc., est une question de réforme profonde de l'administration. L'administration doit changer pour fonctionner bien dans le système démocratique de la Tunisie aujourd'hui. Or, quel est le dilemme majeur d'une réforme de l'administration? C'est comment donner à l'administration suffisamment d'autonomie qu'elle ne devienne pas dépendante des acteurs politiques, qu'elle ne soit pas un instrument de celui qui est au pouvoir le jour J, mais qu'elle ne soit pas suffisamment autonome pour être complètement autonome par rapport à la volonté politique qui est exprimée à travers les urnes. Et c'est ce dilemme-là de la réforme administrative aujourd'hui qui se pose, je crois qu'on ne le voit pas assez. Je suis en train récemment un livre sur cette question-là, et comment l'administration allemande, comment a eu lieu la réforme de l'administration en Allemagne à la fin du 19e siècle, pendant la période Bismarck, etc., et comment l'Allemagne a créé une administration extrêmement forte et puissante, qui était relativement autonome par rapport aux politiques pendant un certain temps, mais qui, quand elle est devenue trop autonome, y compris les forces armées qui étaient devenues trop autonomes par rapport aux politiques, elle a engagé l'Allemagne dans les aventures militaristes qu'on connaît, ou bien au Japon, la même chose, l'histoire du Japon, où on a créé une administration et une armée qui était trop autonome par rapport au pouvoir politique, mais on connaît l'inverse aussi. Lorsque l'administration devient trop dépendante du pouvoir politique aussi, on voit. Et donc, comment on peut réformer notre administration aujourd'hui pour qu'elle elle ait suffisamment d'autonomie, qu'elle ne soit pas mise à profit par... qu'elle soit suffisamment une administration qui répond aussi à la volonté politique qui sort des urnes. Et cette question ne s'est pas posée en tant que telle en Tunisie avant, ce qui rend la chose... Mais c'est la grande priorité à mon sens, parce que tout le reste va en dépendre. Et quand j'ai parlé récemment de la reconstruction de l'État en Tunisie, c'est exactement dans ce sens-là que je vois. Merci beaucoup, M. Mosfet. Vous avez dit deux choses extrêmement importantes. On
on aurait voulu les entendre il y a longtemps. Pourquoi, quand on pose une réforme, on nous pose une solution et il n'y en a pas? En général, il y a au moins 2, 3, 4. Et donc, ils évaluent, nous dire, si on prend telle option pour faire telle réforme, voilà ce que ça coûte, voilà les bénéfices, voilà ceux qui vont être affectés, voilà comment on va essayer un petit peu de réduire cet impact négatif, mais voilà le bénéfice que la collectivité va avoir. Mais ne nous mettez pas devant une seule solution, s'il vous plaît. Justement, c'est là où les partis politiques, les syndicats s'opposent immédiatement parce qu'ils voient ça comme si c'est sorti d'un chapeau. Il faut qu'ils participent dans l'évaluation de d'abord la conception de ces réformes et les différentes options pour voir le pour et les contre. Et à ce moment-là, on commence justement à construire cette espèce de consensus dont on vient de venir. Et la deuxième chose, comment pouvons-nous faire des réformes avec une administration aussi affaiblie, qui était totalement asservie au régime au ministère de l'Équipement? C'est ma première. Tous les jours que le bon Dieu a fait, je me heurtais à ces difficultés administratives. Et si on réforme tant soit peu l'administration, je vous garantis que les gains de productivité, sans beaucoup de réformes, seront énormes. Nous avons 2 à 3% de croissance facile si jamais on réforme l'administration. Allez-y réformer l'administration tunisienne. Vous avez là aussi des groupes d'intérêt énormes qui vont s'opposer. Et c'est là aussi, il faut faire l'économie politique de la réforme administrative. D'où la nécessité de faire intervenir et le politique, et le syndicat et autres. Donc 2 idées clés. 1. Évaluons des options de réforme et exposons les bénéfices et les coûts. 2. Réformons cette administration et travaillons ensemble là-dessus. Cela me permet de revenir vers M. Lafay très rapidement parce que je pense que le temps passe, je m'excuse. Tout à l'heure, on a dit, attention, les réformes structurelles, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est bien ça, M. Thompson. Moi, je vais poser des questions, M. Lafay. Comment vous voyez cette temporalité quand on sait que la transition des pays de l'Est en 1989, avec la transition, en 3 ans, on a fait toutes les réformes structurelles, administratives et autres, et on est en train de maintenant de devenir, et on est devenu membre de l'Union européenne, et on a créé de l'emploi, et on est devenu compétitif. Alors, c'est quoi cette affaire de temps? Est-ce que vous pouvez un petit peu faire cette comparaison? Et pourquoi ça a très bien marché de notre côté? Et nous, on est là encore à parler de qu'est-ce qu'on va faire comme réforme et quand? Ça marche? Bon, merci. Excusez-moi. Attendez, j'ai perdu 1 minute, mais j'essaierai d'être plus concis. Si on compare ce qui s'est passé dans les pays de l'Europe de l'Est, vous avez tout à fait raison, c'est avec la situation tunisienne, les problèmes de révolution de Jasmin. D'abord, c'est très intéressant par certains côtés, parce que le processus révolutionnaire dans les pays de l'Europe de l'Est, et aussi avant, par un auteur, dans la révolution iranienne contre le Shah aussi, tout ça, il y a toute une tradition d'études, et on a montré que les phénomènes révolutionnaires pouvaient s'expliquer de façon tout à fait cohérente par des comportements particuliers, mais dans les cas précédents, c'était toujours la même chose. Et moi, quand j'ai vu le début de la Révolution, j'avais travaillé déjà sur la théorie générale de la Révolution, quand j'ai vu le début de la Révolution en Tunisie, j'ai dit, c'est pas vrai. Les étapes qui sont passées pour la Révolution, c'est exactement les mêmes, ou à peu de choses près, que ce que l'on avait vu, Révolution iranienne. Ce n'étaient pas les mêmes personnes, ce n'étaient pas les mêmes objectifs, mais les stades, le déroulement, c'était la même chose. Alors, oui, c'est vrai, mais il y a une différence forte, et qui va être très importante par la suite sur la façon dont la transition s'est passée. Vous l'avez dit, c'était la page blanche pour les pays d'Europe de l'Est. Donc, il fallait faire à la fois un volet économique et un volet politique. Dans le cas de la Tunisie, il y avait quand même un marché libre. Il y avait non, il était contrôlé, il était réglementé, mais ça ressemblait à quelque chose d'une économie de marché. On s'est dit, moi ça, je viens de dire. Et au contraire, donc, tout a été focalisé sur le volet politique. Et ça, la transition
c'était la transition pour aboutir à des résultats en matière politique. Alors, on a eu l'impression, je pense psychologiquement, qu'on pensait que c'était terminé, qu'on avait réglé tous les problèmes. Mais non, puisque à la différence de ce qui s'est passé dans les pays d'Europe de l'Est, qui ont fait les deux en même temps, et d'ailleurs qui avaient un intérêt à intégrer l'Europe tout de suite, l'euro, parce qu'ils craignaient, d'ailleurs, il y a des tensions en Ukraine, il y a des tensions, ils ont voulu aller vite et couper avec le grand frère à côté de l'Est. Et tandis que dans le cas de la Tunisie, on pensait, ça, on a fini la réforme, enfin, on a achevé, on a fait les gros morceaux pour la réforme politique, et maintenant, il faut continuer, parce que là, ça devient très difficile, justement parce qu'il y a déjà des éléments d'économie de marché forts, il y a des groupes d'intérêt importants, et donc il va y avoir des oppositions, ça ne va pas être facile de faire ces réformes. Alors, comment faire? Si vous me laissez 30 secondes. Bon, le débat, gradualisme contre traitement de choc. Alors, il y a deux types de traitement de choc. Il y a le traitement de choc, on fait tout à la fois, et puis le traitement de choc, on regarde un point précis, un ensemble de problèmes particuliers, à mon avis les plus importants, mais pas nécessairement, simplement parce que si on réussit ça, on a beaucoup plus de chances de le réussir, on aura créé un investissement en crédibilité, et le gouvernement pourra dire, pour le reste, regardez, là on a réussi ça, et donc l'autre, le reste, ça risque de mieux marcher. Hein, c'est ce côté investissement en crédibilité qui me semble très très important, mais alors, bon, des auteurs disent qu'il faut faire des choses secondaires. Non, moi je crois que s'il faut faire quelque chose d'abord, c'est le vrai prioritaire. Alors, bon, la banque, le secteur bancaire, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il y a une chose dont j'ai jamais entendu parler, c'est on ne parle jamais du marché d'échange. Les deux choses sont quand même associées. J'ai vu très peu d'analyses sur le sujet. Quand elles étaient très brèves. Alors, est-ce qu'on doit aborder ce problème? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Mais simplement, je voulais poser la question. Je vous remercie. Allô? Non, je voulais dire, on s'éloignait du grand frère de l'Est, mais on voulait s'approcher beaucoup du grand frère de l'Ouest, et le grand frère de l'Ouest n'a pas lésiné à mettre les ressources nécessaires. Donc il y avait les incitations économiques. La Tunisie se retrouvait embarquée dans une réforme purement politique, et on a mis de côté le côté économique et social. Vous avez parfaitement raison, le parallélisme entre les transitions économiques et politiques dans les pays de l'Est. Nous, on n'a fait que la transition politique. J'espère que la transition économique va arriver. Je me retourne vers Siradi. Tout à l'heure, on a entendu dans la première séance que nous allons faire les réformes, d'autant plus qu'on a trouvé la recette magique, celle du consensus et du dialogue, puisqu'elle nous a permis de faire la transition politique. Est-ce que c'est possible aussi de convenir et de dire que cette recette magique pourrait également aider à faire les réformes économiques et donc à réussir aussi la transition économique? Merci, et vous me tendez une perche superbe parce que je vais commenter sur la transition politique que nous avons vécue pendant les 4 dernières années. Tout le monde nous dit, et nous-mêmes nous nous gargarisons matin, midi et soir, de la réussite de la réforme politique. Mais qu'avons-nous fait dans la réforme politique? Nous avons écrit une constitution. Les gens, quand ils se sont immolés par le feu, quand ils se sont soulevés dans les régions intérieures, ils ne réclamaient ni le droit à porter la barbe, ni le droit à porter le voile, ni le droit à une constitution bien écrite. Ce n'était pas ça leur préoccupation. Leur préoccupation était essentiellement économique et sociale. Et pendant 4 ans, on a prétendu privilégier le temps politique par rapport au temps économique et social. Et j'ai eu des discussions avec, je ne dirais pas qui, mais avec beaucoup de gens dans ce pays, qui m'ont dit, la phase aujourd'hui, elle est politique. Nous arriverons après à la dimension économique. Elle est technique. On m'a dit, l'économie est technique. Elle se déroulera d'elle-même. Non, l'économie est éminemment politique. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit une constitution, mais tout reste à faire dans le politique. Dans le politique, tout reste à faire. Puisque toutes les novations que cette constitution a apportées, aucune d'entre elles n'a été traduite dans le concret aujourd'hui. Et je vais en prendre une uniquement, mais symbolique, pour frapper les esprits. Dans la Constitution, nous avons adopté comme enseigne de la République
Nous avons retenu ce qui existait avant, à savoir la liberté, l'ordre et la justice, et nous avons rajouté la dignité. C'est très bien, même si la dignité, pour moi, résulte de la conjonction de la liberté et de la justice, et que la dignité n'existe que par l'existence d'un travail digne, l'accès à une activité économique digne. Mais soit, nous n'avons toujours pas changé le logo de la République. Les paquets officiels, quand nous voyons le président de la République s'adresser à la nation, il est derrière les enseignes de la République avec les trois slogans et pas le quatrième. Voilà la chose la plus simple et qui pourtant aurait été la plus symbolique, qui aurait frappé les esprits. On n'a rien fait dans les novations de la Constitution pour les traduire dans le champ du réel. Alors, si on s'adresse après à la décentralisation, ce qui sont des chantiers immenses, tout nous attend, en fait. Et donc, dans le processus politique, nous avons réalisé le plus simple, nous avons écrit un texte qui est la partie formelle de la dimension politique, qui est la partie formelle de la démocratie. La démocratie est un exercice au quotidien. Ouais, mais l'administration doit être au service du politique et pas le contraire. Oui, mais je suis d'accord. L'administration doit être. Si l'administration avait été sollicitée, elle aurait été dans cette voie-là. Donc voilà pour commenter sur cet aspect des choses. Ouais. Ouais. Et nous sommes arrivés à la rédaction de cette constitution que le monde a saluée, mais que des démocrates tunisiens estiment qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas mal pour des Arabes d'avoir écrit une telle constitution. Voilà. Alors, on est passé par le consensus. Eh bien, le consensus, pour moi, ne sera pas du tout opérant en matière économique. Non, parce que en matière économique, c'est des intérêts majeurs qui sont en jeu. Les gens sont capables de descendre dans la rue. Les gens sont capables, pour défendre leurs intérêts, ils sont capables malheureusement de faire couler le sang. Et on a eu 2 exemples en Tunisie sur les derniers mois en matière de consensus ou non et de capacité à mener les réformes économiques ou pas. Je vais prendre 2 exemples récents. Le premier, c'est quand le gouvernement des technocrates, ici représenté par mon ami, oui, donc j'oublie, mais c'est toi qui portais la réforme, donc je peux en parler. L'AMC, l'Asset Management Company, qui devait être présentée à l'ANC, tous les cycles, les acronymes se ressemblent, mais donc l'Asset Management Company, qui devait être présentée à la discussion de l'Assemblée nationale constituante. Eh bien, on a vu une mobilisation forte de tous ceux qui allaient perdre. Et ceux qui pouvaient gagner, personne ne s'est élevé, parce que c'est hypothétique, c'est aléatoire, c'est incertain. Et on a vu donc que la mobilisation peut freiner les réformes. Un deuxième exemple simple. Le jour d'entrée en exercice du gouvernement actuel, le sud flambait, le sud du pays, Riba, Bungarden, etc., contre le timbre imposé aux non-résidents, mais ce timbre des non-résidents date du mois d'août. Pourquoi on s'est réveillé au mois de février? C'est simple, c'est un signal fort envoyé par des lobbies puissants pour dire au gouvernement, vous n'allez pas faire les réformes, vous allez nous oublier et nous laisser faire ce que l'on a l'habitude de faire, et donc si vous vous évertuez à toucher à nos acquis, sachez qu'on peut être violent, qu'on peut se mobiliser, etc. Donc le consensus, on n'y arrivera pas parce qu'il va heurter, ou alors il va heurter des intérêts puissants, ou alors on va arriver au plus grand dénominateur commun. Sans avoir fait beaucoup de mathématiques, tout le monde sait ce que c'est que le plus grand dénominateur commun. Plus on élargit le champ du consensus et des acteurs censés se mettre d'accord sur le consensus, et moins on tranche dans le vif de certaines décisions majeures, eh bien, plus on rend le consensus mou, et le consensus de compromis en compromis risque d'aboutir sur la compromission. Très bien, merci beaucoup. Et pourtant, il faut bien quand même qu'on dialogue, qu'on fasse participer tous les acteurs pour qu'on puisse concevoir. Ce que vous êtes en train de dire, oui, mais à un certain moment, il faut trancher. Parce que l'intérêt collectif doit, à la fin,
l'emporter. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on a abouti à un consensus, en fait, dont le rendement sera extrêmement faible. Donc l'impact économique et social sera faible. Il ne faut pas aller là, c'est ça ce que vous voulez dire. Très bien. Monsieur Thompson, je suis tenté par vous poser une question, mais je voudrais changer là, parce que c'est important pour l'audience. C'est quand même extraordinaire qu'on voit dans des pays où ils arrivent à une situation économique très difficile, et d'un seul coup, ils arrivent à mettre en place un programme de réforme, et tac, et ça marche. 2 ans après, 3 ans, ils sont déjà à 6%, etc. Et puis dans d'autres pays, des décades se passent, et ils ne font rien. Ils continuent à dialoguer. Et quand j'ai regardé un petit peu qui prône à plus ou moins de réformes, eh ben on trouve que c'est toujours les pays anglo-saxons. Je suis désolé, les Suèdes en 1960 étaient dans une situation plus dramatique que la Tunisie. 5 ans après, allez-y voir la Suède aujourd'hui, à l'époque et maintenant. Bon. Je regarde un peu l'Angleterre. Il y a 3 ans, la situation en Angleterre, le chômage était à 10%, le taux de croissance a chuté à 1%. Aujourd'hui, bon, des réformes, bon, c'est fait, et aujourd'hui, ils sont parmi les pays européens qui évoluent le plus rapidement, et ils ont un taux de chômage le plus bas possible. Parce qu'ils ont fait des réformes, il n'y a rien d'autre. Vous regardez toutes les analyses. Est-ce que dans votre analyse des procédures de réforme, etc., cet aspect anglo-saxon par rapport au latin, et peut-être nous, les Arabes aussi, pourquoi dans un cas, on arrive à faire les réformes et à aller vite, et dans l'autre cas, on traîne? Est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est vraiment, il y a ce dichotomie anglo-saxon, pas anglo-saxon, c'est aspect culturel, c'est quoi en fait? C'est une question super intéressante. Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne réponse, mais je veux dire quelques petites choses. Tout d'abord, il ne faut pas souligner juste les pays anglo-saxons. Si on regarde par exemple Danemark, le pays du Nord, on voit aussi des changements, en fait, plus doux, mais quand même quelque chose qui marche. Et même entre les pays anglo-saxons, je vois en fait des grandes différences. Par exemple, on prend toujours comme exemple le Royaume-Uni, et en France, si on parle de réforme, on m'assure toujours que la France, ce n'est pas le Royaume-Uni, Margaret Thatcher en France serait impossible, etc. Mais en fait, si on se souvient bien des années 90, on aurait pensé que Margaret Thatcher en Angleterre serait absolument impossible. C'était un pays bloqué, les groupes d'intérêt étaient rangés partout, et en effet, personne, même Mme Thatcher, ne voyait pas ce qui se passerait dans les années 80. Mais en même temps, on voit en Australie une transformation aussi complexe, radicale, mais sans une rupture politique aussi brutale que l'on a vu en Angleterre, au Royaume-Uni. Et je crois qu'en fait, on peut prendre beaucoup de leçons très utiles de l'Australie, parce que c'était un processus qui continuait pendant plus de 20 ans, avec les gouvernements de la gauche, de la droite, ils ont continué tous, en fait. Tout d'abord, on parlait ce matin de la libération externe. Ce qu'on a fait en Australie, tout d'abord, on a compris le coût du statu quo. Et paradoxalement, c'était la commission, l'organisme qui était responsable pour gérer le système des douanes, parce qu'on avait des protections très fortes, qui a calculé le coût de la protection et qui a montré qui payait, quel secteur de l'économie, de la population, etc. Et en fait, c'était la commission responsable pour la protection qui a déclenché le débat. Puis, on avait la libération externe. Et tout d'abord, tous les secteurs des biens et services échangeables ont compris que l'inefficacité des secteurs, des services comme énergie, l'eau, etc., tout le secteur non-tradable était super inefficace. Et en fait, ils ont commencé à demander un cours de réforme. Et il y a une séquence assez logique qui a commencé à la frontière. Mais
il faut aussi dire que les économies anglo-saxonnes ont une flexibilité, mais on paie pour ça. Donc il y a un coût. Il y a un moment où tout le monde l'en vit parce qu'ils sont ils adaptent assez facilement par comparaison avec la France ou l'Allemagne. Mais du point de vue de la qualité de la vie, l'assurance, etc., les Européens aussi, ils voient bien que ces modèles-là a ses coûts. Donc je ne veux pas dire que c'est le modèle parfait. Je veux juste ajouter 2-3 mots sur l'Europe de l'Est. On parlait de grands frères de l'Est et de l'Ouest, et c'est super clair. Si on regarde la transition, les pays qui ont décidé très tôt, et avec un consensus très fort, le but de devenir membre de l'Union, d'être pays de l'Europe de l'Ouest, ils ont réussi. Là où il y avait une ambiguïté, une ambivalence, Bulgarie, Roumanie, on avait beaucoup plus de difficultés. Et pour les pays d'élection soviétique, on a vu autre chose. En Pologne, par exemple, la politique était toujours, pas violente, mais vraiment amertume. Les conflits étaient graves, mais la gauche et la droite en général ont été d'accord sur le but général. Et le magnétisme de l'Europe a beaucoup fait pour les pays baltes, les pays en transition les plus réussis. Très bien, merci beaucoup. Donc, je note bien qu'effectivement, la droite peut travailler avec la gauche et vice-versa, quand c'est l'intérêt national. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut prendre. Et évidemment, l'effet magnétique de l'Europe de l'Ouest sur l'Est était très fort. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Je ne vois pas quel modèle on va qui pourrit le magnétisme ou qui va nous attirer le plus, parce qu'on n'y est pas encore. Et ça me paraît extrêmement important. Vous avez parlé du coût d'un système économique flexible qui peut faire des réformes très vite. J'imagine que vous pensez à un coût social, surtout économique. Mais alors, le coût d'un système rigide est encore pire. C'est l'Angleterre qui était à 10% de taux de chômage et qu'elle fait des réformes parce qu'elle est flexible, etc. Ça a probablement un coût, mais aujourd'hui, elle est à 6%. Donc, il y a 4% de la population active qui a gagné de l'emploi. Alors, chez nous, si je prends la France, oui. Si je peux faire juste un petit commentaire, si on regarde tous les chiffres agrégés ou les moyens, je crois que c'est vrai, mais si on regarde par exemple les questions de distribution, la France et les États-Unis, depuis 1995, la croissance des États-Unis est beaucoup plus forte que la croissance de la France. Mais si on exclut les 10% les plus riches dans les deux pays, la France a été plus performante. Donc pour 90% de la population, la croissance en France a fait plus pour augmenter le revenu disponible réel. Donc, ça, à la limite, je dirais, c'est la politique sociale du pays. Je peux faire à la fois un système flexible pour accroître la croissance et aller vite vers une bonne économie compétitive, et avoir une très bonne politique sociale pour justement distribuer, avoir les classes pauvres, vulnérables, etc. Ça ne m'empêche pas. Je peux aller, et c'est là probablement la différence. Et ce qu'on doit apprendre en disant, le social est fondamental, faites une économie compétitive, flexible, qui croît, et donc faites les réformes, mais attention, il faut redistribuer et intégrer les couches sociales. Au lieu de dire, ah, je ne fais pas parce que c'est un coût social. Le coût social, essayons aussi de la financer et de l'intégrer. Je pense que c'est important. Ça, c'est un problème extrêmement... Parce qu'il va falloir qu'on donne la parole à la salle. Je vais... D'abord, dernière question. Monsieur Daldi, une série de questions très vite, mais 2 minutes. La première, c'est quand même, il ne faut pas qu'on la rate. Vous avez en fait créé votre propre question, la gouvernance en fait des réformes. Qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu en Tunisie? Comment on voit la conduite et pour aider les gouvernements à conduire les réformes? Donc je crois que c'est important. J'avais dit que l'essentiel c'est d'essayer de réformer la gouvernance des réformes pour une meilleure qualité. Et je voudrais avancer 1 ou 2 idées très très simples. Mais je partirai d'un exemple concret d'aujourd'hui qui illustre exactement le problème.
il y a dans la Constitution tunisienne un chapitre 7 qui s'appelle chapitre sur la décentralisation, donc qui nécessite une réforme profonde de la question de la décentralisation de l'État et de l'administration. Qu'est-ce qui est en train de se faire pour mettre en œuvre cette réforme fondamentale? Elle est en train, la façon dont la méthode ancienne, le mode du gouverneur dont j'avais parlé, le ministère de l'Intérieur s'est accaparé de ce problème. Ils sont en train de préparer des projets de loi et de réforme porte fermée au sein du ministère de l'Intérieur, peut-être avec quelques experts. C'est exactement l'ancienne méthode de la réforme qui ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça change? Comment ça doit changer? Ça doit changer, je suggère qu'il y ait deux choses essentielles. Le pilotage des réformes ne peut pas se faire par les départements concernés seulement. Il doit y avoir une distinction entre, je crois que c'est Haleb tout à l'heure en parlait, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il faut qu'il y ait une instance de haut niveau placée au sein de chefs de gouvernement qui s'occupe du pilotage, de la coordination des réformes. Elle ne fait pas toutes les réformes, mais elle doit les piloter. Le pilotage, de voir qui fait quoi, comment le faire, comment organiser la participation, l'ouverture, l'analyse, etc., doit être piloté en dehors des structures. Cela doit s'appliquer à l'éducation, doit s'appliquer au système bancaire, ça doit s'appliquer à tous les domaines. Donc, le pilotage centralisé par une instance très légère, il ne faut pas qu'elle devienne un mastodonte qui doit élaborer toutes les réformes, il doit piloter et coordonner les réformes. On a besoin, pressant en Tunisie, d'une telle instance. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas faire face. Donc, choisir les priorités, aller en profondeur dans certaines, aller dans un grand nombre de réformes, qui et comment faire participer, comment traiter les questions politiques, les choix des groupes d'intérêt, comment gérer tout ça, doit être fait. Donc nous avons un besoin pressant de mettre en place quelque chose de nouveau qui devienne un point focal des réformes en Tunisie. Deuxième chose, je crois que ça a été mentionné ce matin aujourd'hui, mettre en place une autre instance qui doit être séparée de la première dont je viens de parler, qui se spécialise dans le suivi et l'évaluation des réformes. Nous n'avons pas un mécanisme de suivi et d'évaluation des réformes en Tunisie. Suivi et évaluation parce qu'il y a toujours besoin de corriger. Il y a toujours besoin d'adapter les réformes. Il n'y a aucune réforme qui marche à 100% dès le départ. Il y a toujours des ratés, il y a toujours des erreurs. Il faut les capter suffisamment tôt pour prendre les mesures correctives à temps. Donc il faut ces deux instances, à mon sens, il faut investir là-dessus. Il faut investir là-dedans, dans une instance de pilotage des réformes et une instance de suivi et d'évaluation des réformes. Je crois que donc ces deux éléments peuvent changer le paysage en matière de réforme qui permettent d'améliorer sa qualité et de lui donner de meilleures chances. Merci beaucoup, c'est une excellente idée. Je ne veux pas poser d'autres questions, mais probablement j'aimerais bien que les collègues pas commentent mais ajoutent quelque chose. D'abord, M. Lafay, selon votre expérience et les analyses que vous avez faites, quels sont les systèmes de gouvernance les plus appropriés, évidemment selon le contexte, au moins des paramètres dont on doit tenir compte pour avoir un système de gouvernance, des réformes. Ça marche là. J'avais prévu de faire une suggestion sur un point précis. Alors finalement, c'est peut-être le plus simple. Il y a eu peu de temps, pendant la transition, je pense que c'est le ministre des régions qui a fait un livre blanc proposant une sorte de, pour les gouvernorats, de diminuer le nombre de gouvernorats, ce qui me semble tout à fait optimal, ici en Tunisie, tout à fait optimal, mais extrêmement difficile à faire. Mais l'idée était intéressante, c'était une sorte de bande géographique. C'est-à-dire qu'on avait des bandes horizontales où il y avait
une partie du territoire qui était du développé côtier, et puis l'autre partie plutôt à l'est. Alors ça, c'est intéressant du point de vue du développement économique. Mais vous voyez bien que, enfin, moi, il me semble que faire ça pour tous les gouvernorats, même si on en réduit de 4 ou 5, ça m'a l'air extrêmement difficile. Et puis, vous dites que le ministère de l'Intérieur s'en occupe, je crois que ça doit être assez fermé et qu'ils se défendent. Alors, une solution qui rappelle un peu ce qu'on avait fait avec les préfectures de région, mais en la spécialisant beaucoup plus, c'est prévoir simplement, on garde les gouvernorats, mais on les décharge des responsabilités économiques et sociales et des réformes de type économique. Et on crée 4 grands super gouvernorats qui coupent en 4 le pays et qui, chacun, alors avec des bandes horizontales, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de zones côtières et de zones de l'Est pour 4 grands gouvernements, mais chargés exclusivement des affaires économiques et de développement. Et je crois que là, il sera difficile pour les gouvernorats, disons, simples, qui en auront plus des affaires, de dire c'est pas possible. Et on aura là une focalisation sur la capacité d'avoir une politique économique, une application des réformes économiques qui, à mon avis, sera considérablement accrue et pour pas très cher, finalement, 4 institutions supplémentaires, c'est pas bien. Très bien. J'ai fini. Là, enfin, connaissant la Tunisie, si on me demande mon avis, est-ce qu'il faut créer d'autres institutions, mais ça ne m'engage que moi, jamais une seule. Et on a trop. Et en plus, elles coûtent cher et elles sont extrêmement inefficaces. Donc, avec mon respect, mais moi, ce qui nous intéresse, M. Lafay, la gouvernance, en fait, qui doit conduire les réformes en Tunisie? M. Nabli vient de dire, et pourquoi ne pas créer cette commission, comité à l'échelle du ministère, évidemment, pour pouvoir piloter. Et à mon avis, c'est extrêmement important d'y réfléchir. Évidemment, aussi organiser la participation. S'assurer que les politiques ont bien participé, ont bien compris, pour que demain, ils soutiennent. Ça serait par la même occasion une façon de mobiliser le soutien nécessaire à la réforme qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et pourquoi je dis que c'est extrêmement important? Si vous voyez nos projets dans nos ministères, et vous regardez, mais qui suit quoi? Allez-y chercher. Ça, c'est difficile. Donc, c'est extrêmement important que cette culture de suivi, d'évaluation, mais quotidiennement, je dirais, qu'elle soit ancrée. Parce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Pourquoi nos projets sont arrêtés? Quand j'ai regardé, moi, dans un ministère qui a le 30% du budget national, eh bien, j'ai mis un mois pour remettre un petit peu les données. Et la qualité des données, allez-y voir comment elles sont. Ça, c'est une autre paire de manches. Revenons à M. Radeved, qui connaît tous ces problèmes-là, puisqu'on en a parlé. Que pensez-vous un petit peu de la manière dont on peut conduire les réformes? Quel type de gouvernance pour un pilotage ou pour une mise en œuvre, pour une conception, acceptation et mise en œuvre des réformes? Merci. Écoutez, je trouve que les propositions faites par mon ami Mosfanebli sont très pertinentes, mais moi je voudrais peut-être les infléchir un petit peu. D'abord, je pense que nous avons raté au niveau de l'écriture de la Constitution la constitutionnalisation du Conseil économique, social et environnemental. Et pas à défaut d'avoir plaidé cette institution, les gouvernements sont pris dans la gestion quotidienne, ils n'ont pas le temps de lever la tête du guidon, et il aurait été souhaitable qu'il y ait une institution qui réfléchisse sur tous les problèmes majeurs du pays, et qui soit ouverte à toutes les sensibilités, non pas politiques, mais les sensibilités sociales, sociétales, de la société civile, à l'image des conseils économiques et sociaux qui existent ailleurs dans le monde, dans le système des Nations Unies, l'Union européenne, en France, au Maroc ou ailleurs, et comme on en avait ici en Tunisie, bon, mais qu'on a balayé du revers d'une main. C'est vrai qu'on a créé une instance supérieure ou indépendante de protection des intérêts des générations futures ou quelque chose de cette nature, mais dans la réalité, elle ne sera pas indépendante du politique puisque ses membres seront nommés par l'Assemblée nationale et donc elle n'aura pas l'ouverture à la société civile
qui est recherché à travers ces conseils économiques. Il faudrait inventer quelque chose de cette nature pour donner au temps long sa possibilité d'exister au service du temps court et de l'action gouvernementale. Deuxièmement, un principe fondamental pour les réformes, c'est la nécessaire appropriation des réformes. Moi, j'ai toujours dit à tous les ministres et aux chefs de gouvernement qui se sont relayés, du moins ceux que j'ai eu l'occasion de connaître et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, la réforme de la caisse de compensation n'est pas votre problème à vous, du moins pas à vous uniquement. C'est le problème de toutes les parties prenantes de la Tunisie. Pourquoi ne pas mettre le problème sur la table et mettre toutes les parties prenantes autour de la table et de dire, mettons-nous d'accord sur le constat. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le constat, on peut se bagarrer, on peut dire non, là vous trichez, là vous mettez un chiffre, etc. Parce que tous les chiffres ont été cités sur le volume d'intervention de la caisse de compensation, pour ne prendre que cet exemple-là, est mis en cause et mis en doute par les uns ou par les autres. Mais une fois qu'on se sera mis d'accord en toute transparence sur le constat, quelles sont les options de réforme possibles? Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Essayons de voir pour chacune de ces options, comme tu disais si bien, quels sont les coûts et avantages. Et essayons à la fin de la journée de sortir avec une réforme, à la fin de la journée, ça peut prendre plusieurs mois, avec une réforme qui fasse le consensus cette fois-ci, et le consensus fait de discussion et de confrontation. Le Conseil économique, social et environnemental en France, par exemple, est un organisme constitutionnel mais consultatif. Il est composé des syndicats, du monde associatif, du patronat, etc. Il n'émet que des avis consensuels. À la fin de débats qui peuvent être houleux, et on peut imaginer que les débats peuvent être houleux, réforme de la sécurité sociale, gestion de la dette publique, des questions fondamentales et sur lesquelles les gens peuvent raisonnablement ne pas être d'accord, ils finissent par sortir un avis en plusieurs dizaines de pages à la disposition du gouvernement et du public, parce que là aussi, il faut parler de l'open gov, de l'ouverture de l'information, de la mise de l'information à disposition de la société civile. Donc, la fameuse appropriation. La pédagogie. Troisième élément, c'est la pédagogie. Je pense qu'il serait utile, de la même manière qu'on présente des réformes, de nous dire quel est le coût de la non-réforme. Je discutais récemment avec la délégation du Fonds monétaire, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il faut, par quoi il faut commencer, et la difficulté, etc. J'ai dit mais je vais inverser le problème, je vais vous poser la question, pourquoi faut-il faire des réformes? Puisque tout va bien. Les gens mangent, reçoivent leur salaire, le pays arrive à s'endetter, tous les jours un peu plus, il y a des gens pour nous prêter de l'argent, peut-être un petit peu plus cher tous les jours, surtout si on intègre la dévaluation rampante du dinar, qui peut être violente. Mais c'est pas grave, les gens s'accommodent. Alors pourquoi faut-il faire des réformes? Il y a une œuvre de pédagogie. Et puis toute la démarche, même celle que nous prenons aujourd'hui, elle reste top-down. Elle est conçue par des administrations, par des élites, par Tunis, pour être imposée aux gens du sud, de l'est et de l'ouest du pays, à toutes les catégories, à toutes les couches de la population, à tous les intervenants. Il n'y a pas suffisamment d'associations. Et je terminerai par un mot sur le changement culturel, parce que tout cela relève du changement culturel. Le changement culturel, c'est ce qu'il y a de plus long et de plus difficile à implémenter. En 1917, en Russie, quand l'Union soviétique s'est installée, ils ont interdit la fréquentation des églises. 70 ans plus tard, c'est tombé, les gens sont revenus directement aux églises comme s'ils les fréquentaient la veille, alors que tous ceux qui fréquentaient les églises en 1917 étaient morts et enterrés depuis longtemps. C'est qu'il y a un inconscient collectif qui résiste bien plus longtemps qu'on ne le croit. Donc, le changement culturel, moi j'ai beaucoup réfléchi sur ces questions-là, il ne peut se faire que moyennant une démarche en 5 temps en parallèle. Et je termine rapidement là-dessus, la formation, l'information, la prévention, la correction et à la fin la sanction. Mais souvent dans nos pays et en Tunisie, souvent quand on veut faire changer un comportement culturel, on commence par instituer des sanctions à ceux. Mais la sanction devrait être aussi bien en positif qu'en négatif d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir de la sanction positive, ne peut être que l'aboutissement. 1000 pères et la défaite, c'est orphelin. Mais en fait, une réforme orphelin sera une réforme
pas réussi, parce qu'une réforme a besoin quand même d'un propriétaire clair, défini. Deuxième moment, ça ne veut pas dire que la classe politique doit être prête à se suicider, toujours, parce que il y a 10 ou 15 ans, Jean-Claude Juncker, en tant que Premier ministre de Luxembourg, disait que bon, nous savons ce qu'il faut faire, nous ne savons pas comment le faire et être réélu. En fait, toutes les analyses que je connais montrent qu'en fait, l'activisme du gouvernement en matière de réformes économiques ne baisse pas ses chances d'être réélu. Au contraire, nous trouvons que lorsque le gouvernement a un vrai mandat, donc les élus ont dit on va faire quelque chose avant les élections. Ils sont élus et ils le font. En général, les électeurs le respectent. En fait, ça pourrait aider. En ce qui concerne l'évaluation et les études, moi je suis chercheur. Il n'y a aucune solution institutionnelle ou analytique pour la politique conjoncturelle. Les bonnes analyses ne sont pas une garantie de succès, mais ils sont quand même essentiels. Indispensables comme l'eau sur la pierre, hein, une larme de larme, on ne voit rien. Mais petit à petit, l'eau crée le Grand Canyon, le gorge du Verdon. Donc il est essentiel aussi, pas seulement juste pour convaincre tout le monde, mais parfois, et c'est l'utilité des institutions comme le Conseil en France, ou le Conseil d'orientation de retraite, juste pour définir le problème. Il y a beaucoup de cas où il y a des vrais conflits d'intérêts, et il faut les résoudre. Mais quand même, une bonne analyse fondée sur des données et des expertises qui sont respectées partout peut définir les paramètres des problèmes. Et c'est en vrai pas. J'arrête parce que je sais bien qu'il y a une salle affamée. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pas tout à fait, en fait, ça complète un petit peu à la fois la qualité et les qualités des analyses pour aider à toute la pédagogie dont tu as parlé, mais c'est pas ce que vous avez proposé, M. Nebli, n'est pas en contradiction avec ce que vous avez dit. Il a dit qu'il faut qu'il y ait un comité de pilotage au sein du gouvernement, mais au niveau le plus élevé, pour pouvoir suivre, s'assurer que la participation a été faite, que la pédagogie a été faite, mais aussi que les instances publiques ont fait le due diligence et le travail convenablement. Et ça, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste que ces conseils ou cet organisme au sein du gouvernement, absolument, doit être soutenu visiblement par le gouvernement. Parce que parfois, on croyait une telle institution juste pour passer le problème aux autres. Je crois que le portage politique d'une réforme est fondamental. On ne peut pas se passer, sinon on n'a rien compris, puisqu'on a dit économie politique de la réforme. Donc il y a l'économie qui est le politique, comme l'a expliqué M. Lafay. Alors, on donne la parole à la salle, s'il vous plaît. Soyez concis pour qu'on puisse donner la parole à beaucoup de gens. Nous allons aller ici. Monsieur, je crois que... Oui. Merci Thierry. Juste deux commentaires très rapidement. Je voudrais d'abord revenir sur un commentaire qui a été fait par Séradi tout à l'heure en disant que l'objectif de la réforme, c'est de changer la règle de partage du gâteau. Je me demande si l'objectif premier n'est pas celui de changer d'abord la taille du gâteau qu'on va partager. C'est quand même un objectif plus important. Mais pour rester sur ça et pour essayer d'expliquer un petit peu notre lenteur et la faible performance des réformes en Tunisie, je me demande si une des raisons ne provient pas de la confusion des rôles entre le public et le privé, ou même d'une collision entre les deux. Et je me demande si on n'a pas vécu pendant plusieurs années une administration qui cherche à asservir le privé, et le privé qui cherche également à asservir pour ses intérêts l'administration, bien entendu. Et ceci me rappelle une discussion qui a eu lieu à un moment donné, il y a très longtemps d'ailleurs en Tunisie, entre un chef d'entreprise et un ministre de l'époque. Et le chef d'entreprise qui était interpellé sur une question, il a dit « Mais moi, je suis privé ». Et le ministre disait « Mais vous êtes privé de quoi ?» Justement, cette définition des rôles me semble absolument indispensable, d'autant plus qu'il n'y a pas une seule définition figée et qu'à chaque époque, sa définition des rôles, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui aussi, c'est cette définition
du rôle de chacun pour qu'on puisse avancer. Très bien, merci beaucoup. Donc, reconnaître le rôle des institutions publiques et privées avec une distinction claire, mais dans un cadre de partenariat aussi. Donc sans qu'on n'en accuse ni l'un ni l'autre. Je crois que c'était la dame. Oui. Merci. Je me présente, Emel Foury, chef de l'unité GBU au ministère des Finances. Donc, je vais parler au nom de l'administration. Je suis tout à fait d'accord en grande partie avec les critiques faites à l'administration, j'adhère. Seulement, il y a une réforme qui a été citée par le chef du gouvernement, la 4e réforme, la réforme gestion du budget par objectif, qui introduit la démarche de performance dans l'administration et qui nécessite énormément de travail sur les mentalités, sur les méthodes, donc qui doit s'accompagner de réformes de toute l'administration. Donc en France et partout dans le monde, on parle de modernisation de l'administration, on parle de la réforme de l'État. Malheureusement, en Tunisie, il n'y a pas de plaidoyer de cette réforme. Donc, on ne trouve pas le soutien, l'appropriation de cette réforme. D'ailleurs, ce panel et le panel précédent n'en ont pas parlé. Donc, on parle de réforme de l'administration et on oublie que la Tunisie s'est engagée dans la réforme GBO depuis 2004 et que des efforts, il y a des avancées qui ont été faites depuis 2011. Donc, on attend que la société civile, que l'entreprise privée nous soutienne dans cette démarche. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que vous avez entendu quand même dans cette séance ce qu'avait dit M. Nabli. La priorité des priorités, c'est la réforme de l'administration. Donc vous venez de l'entendre. On parlera peut-être en aparté sur cette histoire de gestion par objectif. Je l'ai vécu, et si je dois dire quelque chose là-dessus, je dis, s'il vous plaît, n'allez plus loin là-dedans. D'abord, réformer l'administration, mettez les incitations nécessaires, et après on parlera de ça. Parce qu'on a mis, à mon sens, les charrues avant les bœufs. Monsieur. Bonjour, Hafez Halouani du parti Le Massar démocratique Ijtimaï. Justement, on ne peut parler de développement dans ce pays-là que lorsque réellement on s'attelle rigoureusement sur les réformes de l'administration. Et les implications de ça, pourquoi? À notre avis, c'est très simple. Nous avons une résistance au niveau des gestionnaires dans l'administration. Et une résistance, pourquoi? Parce que réellement, on n'est pas citoyen dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas contribuable volontairement. Donc on n'est pas citoyen. Et dans cet esprit-là, on n'est pas citoyen parce qu'il y a un désarroi au niveau de l'administration. Parce que le vis-à-vis, le front office, pour le citoyen, c'est l'administration. C'est l'agent de l'administration, c'est la lourdeur de l'administration, c'est la cacophonie de l'administration. Et là, très important. Mais comment procéder justement? On a beau parler de la réforme administrative, mais ne faut-il pas changer le statut de l'administration en matière de recrutement, des compétences réelles? Parce que nous avons un désertement total. Et il faut recruter, bien recruter, et il faut changer les grilles de salaire pour les fonctionnaires. Parce qu'il y a un décalage énorme entre le même diplômé de l'administration que celui qui travaille dans le public, dans le privé. Et là, on ne peut pas changer les esprits de l'administration. De deux. Et chose fondamentale, en ce qui concerne le suivi et l'évaluation et l'analyse, justement, pourquoi ne pas utiliser les technologies nouvelles de la numérisation dans les systèmes d'information? Un système d'information, qu'est-ce que ça va coûter pour la Tunisie? 1000 milliards de dinars. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Parce que moi j'ai travaillé dans un groupe
où on faisait, justement, le système d'information intégré. Et chaque agent est dans l'obligation de donner en termes réels, et en fin de journée, on a un bouclage de tout un travail, donc une analyse pour toutes les catégories. Très bien. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est un autre plaidoyer pour la réforme de l'administration dont a parlé Monsieur Debly. Donc ça fait partie de ses priorités, mais il ne faut pas quand même attendre de faire les autres réformes structurelles avant de faire l'administration. Il faut falloir faire les deux. Juste pour vous dire, j'ai regardé cette question, ça fait 25 ans, on a 17 projets de réforme de l'administration, aucun n'a marché. Donc la question, pourquoi? Allez-y, Monsieur Mongi. Il y a plusieurs manières de parler de réforme, disons deux manières. La première, c'est de dire, et c'est très compliqué, qu'il y a énormément de réformes à faire à tous les niveaux, au niveau de l'emploi, de l'administration, du juridique, de la police, tout est à réformer. Et nous sommes dans un pays, en même temps, où ceux qui ont des intérêts acquis se sont déjà positionnés pour défendre leurs intérêts. Il y a partout des désaccords, des disputes, des revendications. Il n'y a aucune chance, c'est très compliqué. On risque de ne jamais s'en sortir. La deuxième façon est peut-être d'être un peu plus optimiste, de simplifier les choses, de dire d'abord pourquoi on veut faire des réformes, par quoi on va commencer, et est-ce qu'on peut y aller. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une demande populaire et pour des réformes en vue de faire passer le pays à un niveau de développement plus avancé, pour une croissance plus inclusive, pour répondre aux aspirations des jeunes. Ce n'est pas très précis, mais c'est important et c'est assez clair. On n'a pas besoin de dire exactement comment on va arriver aujourd'hui. L'important, c'est de passer le message, de faire donner confiance et de dire par quoi on va commencer. Il y a une ou deux réformes qui sont essentielles pour commencer. Moi, je pense que d'abord, un accord social, c'est-à-dire des réformes qui concernent le marché du travail et l'impact entre les entreprises, les travailleurs, le gouvernement, pour qu'on reprenne le travail. Je crois qu'il faut d'abord commencer par là. Le reste viendra, bien sûr, avec la concertation. Le problème, c'est qu'il nous faut un pilote. Et ça ne peut être que le gouvernement. Le gouvernement élu. Est-ce que ce gouvernement va être capable d'assumer ses responsabilités, de comprendre l'enjeu, de savoir la cartographie des choses et de vraiment s'engager? C'est là la grande question. Aujourd'hui, nous avons l'avantage qu'il y a une réelle demande de réforme. Deuxièmement, nous avons un gouvernement, après tout, c'est une chance, c'est un hasard, qui ne semble pas être particulièrement concerné par sa réélection. Bon, le grand problème est là. Est-ce que nous allons avoir une équipe de pilotes, de dirigeants qui va assumer ses responsabilités, qui va transmettre le message et en même temps démarrer? Très bien, merci beaucoup, Madame là-bas, Monsieur, et je crois que c'est les deux dernières interventions avant de vous. Et bonjour, je m'appelle Kama Irène, je suis l'attachée commerciale de l'ambassade de Grèce ici en Tunisie. D'abord, je voudrais remercier la secrétaire des chefs d'entreprise pour l'invitation. Et moi, je suis le premier contact des entreprises grecques, qui ne sont pas nombreuses, mais il y en a un ou deux qui sont très fortes en Tunisie, pour investir dans les pays. Et je peux vous assurer qu'il y a des fonctionnaires qui sont vraiment très performants, qui sont très rapides, qui sont très compétents dans l'administration tunisienne. Malheureusement, je peux vous donner juste des exemples. FIPA à Londres, M. Tebib, la statistique, M. Esmi, et il y en a juste quelques noms. Malheureusement, quand la personne est malade, est déplacée, ou il part, la compétence part aussi. Je vais vous donner un petit exemple. Au mois de décembre, il y avait un groupe de sociétés grecques qui voulait chercher à se relocaliser quelque part dans le monde arabe.
on a contacté la FIPA pour une présentation. La personne qui a répondu au téléphone a dit regardez sur Internet. J'ai dit oui, je voudrais une présentation. Madame, regardez sur Internet. CEPEX n'a jamais répondu à nos documents. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Ne cherchez pas un changement du compte d'investissement. Il y a des choses simples à faire dans l'administration. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas meilleur témoignage de quelqu'un de l'extérieur. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, en Tunisie, on peut parler, quelle que soit notre position, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais même quand on est au sein de nos ministères, on souffre de la même chose. Donc, pour vous rassurer que ça n'a rien contre vous, c'est une administration qui doit être réformée. Et ce n'est pas les gestions par objectif qui vont nous régler ce problème, c'est un problème de compétences, d'organisation, de structure. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Le sens d'être au service du citoyen. C'est ce que je m'étuyais tous les jours. C'est Mohamed Adel, vous vous rappelez quand on se réunit avec... Mais enfin, on est là pour servir les citoyens ou on est là pour servir nos propres procédures? C'est extraordinaire. Donc c'est effectivement le sens du service du citoyen. Et à ce moment-là, tout découle de source. Parce qu'à ce moment-là, oui, il faut évidemment aider l'économie à démarrer, créer de l'emploi, aider les groupes sociaux, etc., etc. Je crois que c'est un changement culturel très important. Messieurs, et après, si vous permettez, je donne la parole. 20 secondes à chacun des panélistes pour dire un dernier mot. Merci beaucoup. Donc, Ahmed Rezgani, donc, membre de l'association Conseil. Alors, je voudrais intervenir là-dessus pour parler de la stratégie de réforme. Donc, en fait, il y a 3 formes de stratégie. D'abord, ce qui est connu, c'est la stratégie donc, conflictuelle, là où il y a les perdants et les gagnants, et chacun va essayer de maximiser ses intérêts. La deuxième stratégie est la stratégie coopérative, là où les gagnants et les perdants vont travailler ensemble pour trouver une solution commune qui maximise leurs intérêts. Moi, je parle d'une troisième solution et d'une troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de choix raisonné. C'est-à-dire, essayons de laisser de côté les gagnants et les perdants et voyons l'intérêt de la nation. Et si on va, bien sûr, parler d'une logique de... Au lieu de parler de la logique de moi contre l'autre dans la stratégie conflictuelle et la logique de moi et l'autre dans la stratégie coopérative, essayons de trouver une logique qui ne parle ni de moi ni de l'autre, mais plutôt parler de la nation et mettre bien sûr cet intérêt. Et dans ce cas-là, trouver une solution pour les perdants et trouver une solution pour les gagnants pour que l'on puisse maximiser l'intérêt général. Et je vous remercie. Il y a des politiques qui sont en train de vous écouter là, pour dire, et nous alors on a été élus ou quelque part et on n'a pas notre mot à dire, il faut quand même bien les faire participer, c'est pour ça que c'est dit économie politique. Ce qu'il faut dire c'est qu'ils nous aident, ces politiques, à défendre l'intérêt public, l'intérêt collectif avant tout, et ça c'est important. C'est Ahmed et on conclut avec vous. Merci. Tout en assurant à notre invité grec que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Grèce, et justement sur la conduite des réformes, et avec les groupes de pression qui se forment, donc nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Moi j'ai une question à vous entendre, Sylvain, ici Moustapha, et Cyrila aussi, Saïdi, aussi, qui a l'air de s'accorder à ce que vous venez de dire. Il semble que vous détenez plus ou moins ce qu'il faudrait faire, vous détenez le remède. Bon, moi je vous pose une question, pourquoi vous avez tous à un certain moment été proches de l'exécutif, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce qu'à ce point notre pays est devenu non réformable, ou à ce point, ce poids de l'administration qui a fait qu'il crée ce blocage? Excellente question. Vous me mettez un peu dans la... Non, mais il a parfaitement raison. Alors, est-ce que je me retourne voir la panel et après je vous répondrai le plus honnêtement possible? C'est Moustapha. 20 secondes pour conclure. Le mot de sagesse. Les micros... la réponse, c'est Ahmed, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de débats, mais je crois que c'est une question intéressante. Le temps que j'ai passé à la Banque centrale, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça, du matin jusqu'au soir. Les réformes, ce n'est pas le moment de faire le bilan, le bilan peut être fait. Les réformes qui ont été faites à la Banque centrale pendant le laps de temps où j'ai été, on n'en a pas fait l'équivalent pendant les 30 années on peut en parler, mais c'est loin de ce qui est nécessaire d'être fait.
Parce que quand je parle de sclérose des institutions en Tunisie, je sais de quoi je parle. Une des institutions les plus importantes de la Tunisie, c'est la Banque centrale. Et elle était sclérosée. Elle continue à être sclérosée. Et ça, c'est une des institutions les plus performantes. Et je peux aller loin, je peux parler de beaucoup de choses. C'est peut-être par le moment. Vous saviez en Tunisie que la Banque centrale de Tunisie, on n'avait pas moyen de recruter une compétence de haut niveau dans la Banque centrale de Tunisie. Impossible de recruter parce que les statuts étaient tels que c'était verrouillé, c'était fermé. On ne pouvait être recruté qu'à un niveau de maîtrise et évoluer dans la carrière. Si vous voulez recruter quelqu'un de très haut niveau, une compétence de très haut niveau, c'était impossible. C'est la sclérose totale. Et donc, quand on parle de réforme, il fallait réformer. J'ai commencé à réformer le statut, mais je n'ai pas eu le temps de réformer tout le statut, parce que le statut était une contrainte majeure au développement et à la professionnalisation de l'institution. Et je crois dans l'administration générale, vous essayez, je crois que c'est l'aide, il le sait, si vous essayez de recruter un cadre de très haut niveau au ministère de l'équipement, vous pouvez vous réveiller tôt. Vous pouvez vous réveiller tôt. Et donc, quand on parle de réforme, de compétences, de capacité des institutions et sclérose des institutions, c'est quelque chose de très réel, de très sérieux. Et je crois que ce n'est pas par hasard que dans le débat, dans le discours que nous avons aujourd'hui, on a un problème avec l'administration. L'administration et le centre doit être le foyer de système de l'activité de réforme. Mais l'administration, elle est passée par des phases et elle s'est sclérosée, et elle s'est refermée sur elle-même pendant très longtemps et elle a besoin. Mais le problème, c'est que la réforme de l'administration, ça doit faire partie de la réforme de l'État dans son ensemble. Ce n'est pas de l'administration seule. Et il y a les urgences, il y a une réforme de l'État et de l'administration, c'est une œuvre de longue haleine. Et donc il faut bien séquencer les réformes urgentes qui doivent être faites pour répondre au type de problème que rencontre notre ami grec, en termes de capacité de l'administration à réforme. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pour changer les institutions, pour former, motiver, pour sanctionner, pour motiver, etc. Et il y a les réformes de structure, des réformes fondamentales qui peuvent demander plus de temps. Et donc, c'est comment faire tout cela. Je crois que le point fondamental sur lequel je voudrais insister, c'est pour faire les réformes, je crois qu'il faut insister sur la qualité. La qualité en termes de la gouvernance et en termes de type d'information qui doit être disponible au public pour évaluer, apprécier les réformes. Il y a un manque sérieux, très très grave de type d'analyse. On se lance trop dans des choses qui ne sont pas suffisamment bien évaluées, bien appréciées. Et je vois que l'ISE, je crois, joue un petit rôle là, mais c'est loin de ce qui est nécessaire. On a besoin de think tank, on a besoin de groupes, on a besoin de professions qui développent des analyses, des idées et des appréciations de ce qui doit être fait, comment il doit être fait, quels sont les coûts et les avantages des choses des unes et des autres. Absolument. Merci beaucoup. Ça, je crois que c'est important. Monsieur Lafay, 20 secondes, un mot de la fin. 10 secondes pour signaler sur le débat concernant l'administration qu'il y a aussi un problème d'objectifs différents entre les gestionnaires publics et les gestionnaires privés. Bien sûr. Il y a la théorie de Niskanen, je vous signale ça, il y a tout un courant qui s'est passé. Dans un cas, on maximise le profit, donc c'est quelque chose de clair, de précis. Tandis que dans l'administration publique, on ne sait pas ce qu'on maximise, et certains proposent de mettre autre chose. Voilà. En ce qui concerne le plaisir et joie de sortir de l'université, Vichy-Chancellerie des universités de Paris, la Sorbonne, c'est merveilleux. Quand on a des ennuis, on en a des milliers, parce que j'avais 158 étudiants, mais on se promène dans les couloirs, on est reposé, puis on sait qu'il y a l'histoire derrière soi. Ça, c'est formidable. J'ai fait une autre chose où je voulais voir ce que c'était d'être vraiment le numéro 1. Ça a été plus désagréable. On avait les poings liés par le haut et les chevilles liées par le bas. Donc c'était assez difficile.
Je n'aimais pas ça en termes de tempérament. Merci beaucoup. Sirel, 20 secondes. Le mot de la fin. Merci. La réforme est politique. Elle est éminemment politique. Elle doit être l'objectif du gouvernement et elle doit être portée par le chef du gouvernement. Autrement, elle n'a aucune chance d'aboutir. Cela ne veut pas dire, au contraire, elle doit faire l'objet de discussions, d'appropriation, de pédagogie. Moi, tout comme le disait Sireti tout à l'heure, je ne pense pas que la création de nouvelles institutions contribue à changer les choses ou à améliorer le cours des choses. Je pense, par contre, que évaluer les réformes est une bonne chose, mais cela devrait relever d'une évaluation plus large, celle des politiques publiques. Et ça doit être non pas l'œuvre d'une institution, mais ça doit être l'œuvre de tous ceux qui interviennent dans les politiques publiques. Donc c'est une culture à insuffler dans l'administration. Et un mot pour dédouaner l'administration quand même, parce que trop facile, on met tout sur le compte de l'administration pour dire que les choses n'avancent pas et que les ministres ne font pas ce qu'ils ont à faire parce que l'administration les bloque. L'administration travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Quelques mots ont été dits là-dessus. Moi, il m'est arrivé de visiter des postes de police à l'intérieur du pays, de voir qu'ils n'ont pas de voiture pour assurer les rondes de contrôle. Et pas dans à la Soukra, le poste de police de la Soukra, qui couvre une immense agglomération, n'a pas une voiture, à part celle du chef de poste, pour assurer la sécurité. Comment voulez-vous qu'ils travaillent à armes égales avec les terroristes, les contrebandiers, etc. L'administration travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a besoin de modernisation, elle a besoin de moyens humains et matériels. Malheureusement, elle a été plombée par des recrutements indus et politiques sur les dernières années et qui rendent la transformation de l'administration extrêmement difficile et sa modernisation extrêmement difficile parce que les marges de manœuvre de l'État ont été réduites au maximum. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Thompson. Ça marche, mais juste un dernier mot sur les questions de temps. On parle beaucoup de Thatcher, de Gaïdar, mais en fait, ces réformes extraordinaires dans des crises exceptionnelles sont vraiment des exceptions. Selon nos études, en fait, il se trouve que presque toutes les réformes structurelles importantes qui sont couronnées de succès à la fin prenaient beaucoup plus de temps que prévu, comme toutes nos interventions aujourd'hui. Ils prenaient beaucoup plus de temps et dans la majorité des cas, en fait, on avait besoin de plusieurs tentatives. Donc, il faut souligner, en particulier parce que ce matin, tout le monde disait qu'on est bloqué depuis 4 ans, etc. Mais quand même, il faut tirer des leçons et comprendre les échecs, parce que assez souvent, on trouve que les échecs de réforme, à un moment, peuvent devenir en fait une base pour des réformes plus fructueuses. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour conclure, je ne sais pas si je peux vous répondre aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est passé par là qu'on n'a pas fait des réformes, mais dans les limites du possible et dans le temps qui nous était imparti. C'est aussi simple que ça. Je dirais la même chose que chez Moustapha. Moi, je ne sais pas faire autre chose que des réformes. C'est ça ma vie. J'ai toujours fait ça. Et j'ai des témoins ici. Dès le premier jour, on a attaqué. Et je les cite très, très vite. D'ailleurs, ça ne m'a pas intéressé beaucoup mon secteur parce que c'est vite fait. Ce n'est pas de grand chose. C'est payé alors le problème. Et c'est ça. On a tout de suite trouvé que la politique d'habitat, elle datait des années 80. Et donc, d'où l'habitat social et les pauvres sociaux. Le coût de l'habitat social a augmenté d'une façon extraordinaire. C'est un problème purement social. On a refait très vite une nouvelle stratégie de l'habitat, focalisée sur l'habitat social, comment l'organiser, comment la financer et quoi faire. Évidemment, vous savez ce que j'ai eu comme récompense? J'ai eu une grève de la fâche. Parce que la fâche qui faisait 10 000 lots par an, maintenant ne fait que 700 lots par an. Et quand j'ai dit qu'il faut faire intervenir le secteur privé pour l'habitat social, il a donné des exemples, il va privatiser. Et bien si vous ne privatisez pas une bonne partie de l'habitat social, avec un coût social accessible aux groupes sociaux, vous n'aurez plus d'habitat social.
Et c'était fondamental. C'est certainement pas l'État qui pourra le faire. Alors que l'État doit apporter les ressources nécessaires. On a fait réformer tout le système de financement de l'habitat social. On avait beaucoup d'argent. L'État, les structures de l'État ne consommaient que 20% de ce qu'il faut. Donc les pauvres restaient pauvres, n'ont pas de logement décent, et pourtant on a l'argent. Donc on a tout simplement réformé très vite et on a commencé à mettre en œuvre. 3. Est-ce que vous imaginez quelle est la politique d'investissement dans l'infrastructure routière en Tunisie? L'une des politiques des pays les plus riches. On est riches, nous. Alors, on fait des grandes autoroutes, on fait des investissements absolument énormes, mais est-ce qu'on entretient notre infrastructure? Pas du tout. 0,5% du budget est alloué à l'entretien et 99,5% c'est à l'investissement. Réformer toute la politique d'investissement, revenir à la déontologie économique et sociale pure, et on a pratiquement multiplié par 5 en moins d'1 an le budget d'entretien. Et on a relancé l'entretien. Vous savez que l'entretien a commencé à se faire par les secteurs privés et on est arrivé à faire 100% du budget d'entretien. Et bien les 5 dernières années, on a retiré le secteur privé et on a dit on réachète des machines et on remet des ouvriers. Et tout ça c'est l'administration, on faisait plus que 20%. Donc rebelote, réformer et recontracter au secteur privé. Et on a, pour une première fois, on a fait le budget d'entretien à 85% depuis 5 ans. Je continue sur les réformes de la loi sur l'expropriation. C'est une loi qui date depuis les années 2000. On l'a réformée en 2003. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a réformée. Tous nos projets sont arrêtés à plus de 80% pour des problèmes fonciers à cause de la loi qui est absolument impraticable, cette loi. Alors, on a immédiatement mis les problèmes. Par ailleurs, ça ne dépend pas du ministère de l'Équipement. Ça dépend du domaine de l'État et d'ailleurs. Donc, on a tout de suite mis les comités en plus pour faire marcher nos amis du domaine de l'État et du ministère de la Justice. J'ai vu les étoiles. Oui, c'est pas possible. J'ai dit, c'est votre loi, il faut la changer parce que nos projets sont arrêtés grâce à ça. Donc, au moins, on a lancé cette période. Je continue sur les inondations. On n'a pas eu des inondations tant qu'on était là. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un problème d'organisation et de réforme de la manière dont on peut protéger et dont on se prépare par rapport aux inondations. Tout cela, mais malheureusement, les réformes les plus importantes sont dans le domaine économique et dans le domaine de tout ce qu'il y a de politique industrielle, dans le domaine financier, dont on a parlé, etc. Ce sont de très grandes réformes qui demandent une nouvelle approche. Je conclue, j'espère que ce panel vous a permis de voir qu'une réforme, c'est un changement de répartition de ce, qu'est-ce qu'il a dit, c'est là, des cacahuètes ou de gâteaux, et de ce fait, il faut faire attention. C'est d'abord politique et sociale, une réforme. Et de ce fait, il faut impliquer le politique, il faut impliquer le social dès le départ. Deuxième chose, attention, il faut faire les bonnes analyses sur des bases sûres et sur des bonnes bases, avec une excellente pédagogie pour expliquer aux gens que la réforme est effectivement, elle va changer, mais elle va changer dans le bon sens. On peut peiner à court terme, et on perd peut-être tous à court terme, mais dans le moyen long terme, on va tous être gagnants. Parce que c'est fondamental que nous, les politiques et les sociaux, comprennent, et les acteurs sociaux, comprennent qu'une réforme peut être un peu douloureuse, mais à très court terme. Par contre, les gains sont absolument énormes. Et de ce fait, il faut faire les analyses qui les bénéfices coûts, mais il faut élargir à différentes options. Ne nous mettez pas dans une seule solution, on dirait un dictat. Donnez-nous les différentes options et laissez les politiques choisir la bonne qui s'adapte à ce contexte politique et social. Je crois que c'est fondamental. Troisième chose, il faut une bonne gouvernance pour la conduite de processus de réforme. Il ne s'agit pas de dire, moi, ministère de je ne sais pas quoi, je vais faire la réforme. Non. Quelle gouvernance vous allez mettre? Il faut que ça soit placé au plus haut point. Il faut qu'il y ait des gens, je m'excuse de le dire, des gens compétents, s'il vous plaît. Mettez des vraies compétences pour conduire les réformes, avec le politique, avec les acteurs sociaux, avec le secteur privé, et c'est comme ça qu'on peut les conduire et on peut les réussir. Je crois que c'est fondamental. La question sur le financement des réformes, je ne pense pas que ce soit un vrai problème en Tunisie. Vous allez en discuter cet après-midi, mais j'ai toujours vu qu'on peut faire des réformes avec un coût minimum. Je vous appelle tout de suite à remercier avec moi les panélistes et à les applaudir. Merci beaucoup.